Sur la première, 7h36 au Japon, c'est déjà plus de la science-fiction, mais la réalité. Si vous fréquentez par exemple une grande chaîne de pizzeria, c'est Pepper, un petit robot humanoïde qui vient en roulant à votre table pour prendre votre commande, mais un robot avec lequel vous interagissez, qui est doté de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, de caméras 3D aussi, et s'il ne capte pas votre regard, le contact ne se fait pas, et le petit robot passe à la table suivante. Des exemples de ce type, il en existe déjà beaucoup. Des exemples que l'hôtellerie et la restauration suisse envisagent eux aussi très sérieusement de suivre. Avec quelles conséquences sur le rapport à la clientèle, sur le devenir du personnel de la branche notamment? Un colloque se penchait sur cette question hier à Lucerne, on en parlait dans le journal de 7 heures. Et on relaie la thématique avec notre invitée du jour, une anthropologue, Daniela Cercui. C'est vous, bonjour. Bonjour. Une anthropologue pour qui la robotique, l'anthropologie des techniques, les cyborgs n'ont plus de secret, ou presque. Vous êtes professeur à l'université de Lausanne. Et merci d'être avec nous jusqu'à 8 heures. Alors ce petit robot Pepper de la pizzeria japonaise ressemble à s'y méprendre à la caricature qu'on s'en fait, un humanoïde avec de petits yeux, de petits bras, des jambes peut-être. Le robot d'aujourd'hui, dans la branche hôtelière comme ailleurs, c'est bien davantage que ça. Qu'est-ce que c'est exactement? Qu'est-ce qu'on parle, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle d'un robot dans l'hôtellerie et la restauration? Moi, en vous écoutant, je souriais parce que je pensais à la question du pourboire. Oui, c'est un bon exemple. Qui vient vous apporter votre pizza et est-ce que vous lui dites merci? Est-ce que vous lui donnerez 2 francs en partant? Et ça peut sembler anecdotique de penser au pourboire, mais je pense que la question du pourboire, elle met l'accent sur le côté humain. On donne un pourboire à un serveur quand on est content de son service. L'idée de donner un pourboire à un robot, j'imagine qu'elle effleurerait pas grand monde, en tout cas. Avec le smartphone, on peut donner une petite gommette avec le smartphone, non? Oui, mais on se demande ce que le robot en fera. Il ira boire un peu d'essence et un peu d'énergie pour fonctionner. Non, mais je pense que fondamentalement, c'est toute la question du facteur humain, effectivement, qui est là derrière. On a d'abord délégué aux robots toutes sortes de tâches qui étaient des tâches qui relevaient de la force physique, les robots nous remplaçant dans des tâches trop lourdes ou dangereuses pour l'humain. Puis après, petit à petit, avec l'intelligence artificielle, enfin évidemment robotique et intelligence artificielle, je fais un amalgame, mais c'est cette tendance à déléguer des tâches intellectuelles à la machine. Et puis tout à coup, depuis peu, on a cet aspect relationnel qui est assez ambigu, parce que dans la question de l'hôtellerie, c'est la même chose. Vous me faisiez aussi penser à un petit robot dont on a beaucoup parlé au mois de janvier, c'est un robot chinois dont le concepteur disait ce robot va être appelé à effectuer les tâches que les jeunes Chinois ne veulent plus effectuer. Donc il y a ce côté remplacer l'humain dans des tâches qu'il n'a pas envie de faire, mais on voit que c'est dans des tâches dans lesquelles le relationnel est important, qu'on délègue maintenant. Oui, est-ce que ça veut dire qu'on peut, poursuivons dans l'exemple de l'hôtellerie et de la restauration, qu'on va se diriger vers un monde à 2 vitesses? Bon, il y a déjà des restaurants bas de gamme et des restaurants haut de gamme. Est-ce que dans les restaurants bas de gamme, le relationnel, l'interaction entre le client et celui qui prend la commande, moins important peut-être, sera effectué par un robot, puis dans les bons restaurants chers, haut de gamme, on continuera d'être servi par des humains? Est-ce qu'on va vers ça? Disons que c'est un scénario possible, il y en a d'autres. On pourrait aussi imaginer le scénario contraire. S'imaginer que le luxe, on considérera que c'est là où tout humain a disparu, avec toutes les erreurs que peuvent faire les humains. Et peut-être que le luxe, ça sera justement d'avoir éliminé tous les humains et de n'avoir plus que des robots rationnels autour de nous pour être certain que le service soit impeccable. Oui, c'est quoi c'est inquiétant. Mais c'est quoi la définition du luxe aujourd'hui, si ce n'est une forme d'inutilité? Donc tout ce qui est inutile est parfaitement essentiel, disait l'autre. Le luxe et la cybernétique. Est-ce que vous êtes penché sur cette question? Parce que c'est vrai, au fond, c'est le supplément d'âme, le supplément de qualité, tout ce qu'on va trouver, le service, comme on dit encore, tout ce qu'on va trouver dans un très très bon restaurant, qu'on n'a peut-être pas dans un fast-food. Au fond, on y est déjà dans cette distinction. Oui, tout à fait, tout à fait. Et moi, alors quand je dis cet autre scénario pourrait arriver aussi, c'est pas que je le souhaite, hein, soyons clairs. Mais ce que je vois, c'est une tendance à l'œuvre. Et la tendance qui est à l'œuvre actuellement, c'est une tendance à éliminer tout le facteur humain parce qu'il est synonyme de faiblesse. Et on a cette idée que le robot va effectuer bien mieux toutes sortes de tâches. C'est vertueux ou pas, ça? Quels sont les risques? Si on en venait à une société dans laquelle le luxe, c'est de se payer un restaurant dans lequel il n'y a plus d'humains, alors c'est peut-être parce que je suis anthropologue et que je suis attachée à l'humain. C'est mon gagne-pain, finalement, l'humain. Oui. mais
je peux pas imaginer une société comme ça, parce qu'au fond, le lien social, notre vivre ensemble, il se fonde sur la relation. Et pour être en relation, il faut être plusieurs. Dès le moment où on se met à se dire que les pôles de la relation, c'est des machines, c'est qu'on imagine une interchangeabilité totale entre l'humain et le non-humain. Et au fond, ça veut dire qu'on ne respecte plus l'humain. Et on parle déjà de robots empathiques maintenant. Est-ce qu'ils existent? Parce que c'est ce qui caractérise l'humain. Enfin, c'est des auteurs absolument merveilleux et indispensables comme Philippe K. Dick, grand écrivain dit de science-fiction, a thématisé ça. Il dit la différence entre l'humanoïde robot et l'humain, enfin, et entre l'humain et l'animal, c'est la capacité d'empathie. Mais maintenant, on parle de robots qui seraient déjà empathiques. Est-ce que ça existe? Je pense pas. Écoutez, je suis pas technicienne en tant que telle, mais je pense qu'on confond souvent le robot empathique, dans le sens le robot qui ressentirait du sentiment, et le robot capable de détecter les sentiments des humains. Alors les robots capables de détecter les sentiments des humains, ça effectivement, c'est tout à fait réalisé à l'heure actuelle. Maintenant, pour ce qui est des robots qui ressentiraient quelque chose, si on prend ce qui est maintenant la tendance dominante en robotique, qui est la robotique bio-inspirée, donc avec l'idée que chez l'humain, tout ce qui relève de l'intelligence et du sentiment sont des comportements auto-émergents, que personne n'a programmés, mais qui émergent à partir d'un certain niveau d'organisation de la matière. Les roboticiens qui font de la robotique bio-inspirée partent de l'idée que si ça a émergé chez nous, ça pourrait aussi émerger dans une machine. C'est une conjugaison de différents facteurs qu'on pourrait reproduire au sein d'une machine, c'est ça? Tout à fait. Voilà, oui. On postule ça. Alors de là à savoir si ça va se réaliser, je ne sais pas. Par contre, ce qui est certain, c'est que le fait que certains y croient, que certains pronostiquent le fait que ça va arriver, là encore, ça nous dit quelque chose, ça nous dit qu'on fait pas de différence entre l'humain et la machine. Que l'humanité tende vers ça nous dit qu'on fait plus de différence entre l'humain et la machine, mais alors l'anthropologue va mettre la clé sous la porte alors dans quelques décennies. Et c'est pour ça que je disais, moi je tiens à l'humain peut-être parce que c'est mon gagne-pain, mais je pense que finalement l'anthropologie va évoluer avec son objet d'étude. Et clairement, vous évoquiez tout à l'heure le fast-food en opposition au restaurant de luxe. Quelque part, l'humain d'aujourd'hui, c'est déjà plus l'humain des siècles derniers. On a d'un côté, on construit des machines qui nous remplacent, mais d'un autre côté, on se machinise aussi. Je pense qu'il y a un double mouvement et l'humain lui-même est aussi à l'œuvre. Il y a aussi un processus de modification de l'humain qui est à l'œuvre. Donc l'anthropologie évolue avec ça. Est-ce que ce qu'on est en train de vivre est comparable à la révolution industrielle? Vous parliez de l'humain d'il y a quelque temps. C'est du même ordre? Je pense que c'est plus profond que la révolution industrielle, parce que la révolution industrielle, ça a été une grande révolution d'ordre technologique et social. Et donc humaine, fondamentalement. Et donc humaine, mais pas humaine dans sa matérialité, pas humaine dans son aspect physique et matériel. Maintenant, ce qu'on est en train de vivre, c'est une modification radicale de l'humain dans sa chair qui peut, via des implants, via des nouvelles technologies comme génétiques simplement. Ça, c'est le transhumanisme. Oui. C'est le transhumanisme, cette idée que maintenant, il est du devoir de l'humain de se modifier, d'augmenter ses capacités par les sciences et les technologies qui sont à disposition. Et ça, je pense que c'est radicalement nouveau. Enfin, en même temps, ça rencontre un imaginaire d'imperfection de l'humain qui était là depuis très, très, très longtemps. Mais depuis le XXe siècle, on a les technologies qui nous permettent de joindre le geste à la parole. La limite est technologique, la limite est humaine. Au fond, qui met la limite et où est-ce qu'on la met? La limite entre une utilisation favorable et défavorable à l'homme. Voilà, vous parliez des robots qui exécutent les basses œuvres ou les œuvres dangereuses. On peut parler, par exemple, des robots qui vont déminer les sols. Alors ça, on est très content de les sous-traiter à des petites machines, mais par exemple, un robot journaliste, un robot banquier, un robot anthropologue. Où est la limite entre le vertueux et le défavorable? Mais le problème, c'est qu'il n'y en a pas. C'est que... Qui la met, cette limite? Alors là, il y a quelque chose d'assez inquiétant, je dirais, dans notre société, qui est une société dans laquelle toute limite est par définition mauvaise. C'est-à-dire que quand on parle à des ingénieurs, par exemple, on se rend assez vite compte que quand on essaye de leur demander où sont eux qui conçoivent ces objets techniques, où est-ce qu'ils mettraient la limite, on s'aperçoit qu'il n'y a que des limites techniques qui sont mises en avant. On vous dit rarement, moi j'ai des croyances religieuses ou j'ai des croyances philosophiques qui font que je n'irai pas plus loin que telle ou telle chose. On vous dit, à l'heure actuelle, c'est pas possible. Ou on n'en est pas encore là.
Et moi, quand on me dit on n'en est pas encore là, ça sous-entend que potentiellement on y va. Et c'est ça que je trouve un peu inquiétant. Notre société a la particularité d'avoir fait éclater toutes les limites quand il est question de technologie. Et après, on a tendance à gérer en termes éthiques des conséquences qui nous semblent néfastes. Et on oublie que finalement, enfin ça c'est mon point de vue, qu'il faudrait interroger ce qu'on considère comme le bon usage. C'est les conséquences du progrès, mais c'est un vieux débat depuis que l'homme au fond a inventé un outil pour sa main, quasiment le silex. C'était déjà la première utilisation de l'homme augmenté tout à au fait. fond. C'est pour ça que je dis, je ne saurais pas où mettre une limite, excusez-moi, parce qu'on est dans un continuum. Et entre cet outil qui prolonge la main depuis la nuit des temps et ce qu'on fait maintenant, et ce qu'on fera dans 10 ans, est-ce qu'il y a un moment, un point de rupture qui fait qu'il y aura, que dans l'équilibre humain-technologie, il y aura plus de technologie que d'humain, et que pour finir, on ne pourra plus parler d'humain. La limite, elle est légale, morale, politique, c'est de ce niveau-là. Parce que si on ne met pas de limite technologique, au fond, il ne faut pas en mettre aux chercheurs, parce que si on leur dit arrêtez-vous à ce point-là de la recherche, il n'y aura plus de chercheurs. Non, c'est juste pas possible, effectivement. Donc c'est quoi? C'est une limite morale? C'est une limite légale? Non, moi je pense que la limite, c'est la limite de... La question à se poser, c'est dans quelle société voulons-nous vivre demain, après-demain et dans les années qui viennent? Et qui répond à ça? Il faut faire une vaste consultation. Le problème, c'est que pour le moment, il n'y a personne qui répond à ça. On est dans un grand vertige, là, et vous devez l'être en tant qu'anthropologue, là. Moi, je pense qu'on est à un moment qui m'effraie un petit peu, et qui m'effraie d'autant plus que je me rends compte que moi, je suis bien intégrée dans ma société. J'ai mon smartphone, j'ai mon ordinateur, et il faudrait surtout pas me les enlever. Qui sont des robots. Donc, tout à fait. Donc, je dirais qu'à titre individuel, nous sommes tous très contents de ce que toutes ces technologies nous apportent, et que ce qu'il faudrait, c'est prendre du recul et se dire, tous ces individus que nous sommes, contents avec leur technologie dans la poche, si on les met tous bout à bout, quel type de société ça donne, et surtout quel type de société ça donnera si on continue dans cette direction. On envisage d'attribuer un statut aux robots, de les taxer même, afin de leur faire payer des impôts. Ça, c'est quoi? On parlait d'une limite, ça c'en est une. C'est une façon d'humaniser les robots, une façon juste d'humaniser les robots, Daniela Cerqui? Non, pour moi, c'est quelque chose d'inquiétant. Ça va dans le sens de ce que j'évoquais tout à l'heure quant à l'interchangeabilité totale entre les humains et les robots. Parce que là, on parle de les taxer, donc quelque part, on parle de... C'est pas leur donner des devoirs, mais c'est d'une certaine manière se dire que les robots ils n'ont pas de volonté, mais ils ont une responsabilité dans certaines choses qui se passent dans le monde du travail, donc il faudrait les taxer. Et puis le problème, c'est qu'à partir de là, on est très vite aussi dans le champ du droit, dans le sens avoir des droits en opposition à avoir des devoirs. Et puis se pose aussi la question de la responsabilité d'un robot, par exemple les voitures sans conducteur, de la question des taxes. Moi, je passe vite à cette question-là. C'est tous des domaines dans lesquels on se dit finalement la machine aurait des devoirs, des responsabilités envers l'humain. Puis à partir de là, si elle a des devoirs, elle a aussi des droits. Donc on va très vite glisser dans un système. Et il y a déjà des gens qui discutent de ces questions-là en parlant d'éthique des robots, de quels droits est-ce qu'il faudrait leur donner. Et encore une fois, moi je trouve que c'est un peu inquiétant de voir qu'on se met à traiter les machines exactement comme si elles étaient des humains, là, il avec exactement les mêmes termes. Vous... Moi, c'est plutôt la limite, je la mettrais plutôt dans le sens de dire on ne doit pas traiter, si je devais vraiment m'exprimer en termes normatifs, je dirais on ne doit pas traiter les machines de la même manière que les humains. Aujourd'hui, en 2017, mais qui sait dans 20 ans, quand ils seront quasi aussi capables que nous, voire un peu plus, la question ne se posera plus. Non, la question ne se posera plus, mais il faut être logique dans les raisonnements. Je veux dire, j'évoquais tout à l'heure ce Chinois qui disait ce robot va remplacer les jeunes Chinois dans des tâches qu'ils n'ont plus envie de faire. Il faut être cohérent. Si un jour les robots deviennent vraiment l'équivalent de l'humain et qui prennent toutes les petites tâches subalternes, mais un jour, ils vont nous envoyer balader. Ils vont nous dire, mais au fond, pourquoi est-ce que moi robot, pourquoi est-ce que je dois faire les tâches que toi, humain, tu ne veux pas faire? Là, je trouve qu'il y a un manque de prise de responsabilité de la part du chercheur qui dit ça, parce que, il s'imagine que tout va être rose quand les robots remplaceront les humains. Non, si on est conséquent, les robots revendiqueront des droits. Vous pensez que les chercheurs devraient, en quelque sorte, un peu s'auto-censurer, qu'eux-mêmes devraient endosser cette responsabilité civilisationnelle qu'ils ont quand ils sont dans leur laboratoire? Il devrait y avoir une forme d'autocensure de la part des chercheurs, de dire là, moi, je me mets cette frontière-là. Oui, moi, je pense, mais encore une fois, je pense que c'est extrêmement difficile parce que de leur point de vue, ils font un travail qui est pragmatique.
Et c'est pas dans la culture de l'ingénieur, c'est pas dans la formation qu'il reçoit que de penser à la société. En général, le chercheur, il pense en termes de solutions techniques, il pense pas en termes de projets de société. Parce que si les chercheurs s'étaient mis des barrières dans les années 50, 60, 70 ou après, on n'aurait peut-être jamais eu de smartphone, on n'aurait peut-être jamais eu d'internet, on n'aurait peut-être jamais eu d'écran tactile, etc. Donc, en même temps, on survivait aussi avant. Hein. Oui, bien sûr, on survivait peut-être même mieux selon certains, mais vous voyez ce que je veux dire, c'est difficile de se mettre des barrières aujourd'hui. Donc la limite, elle est quoi? Est-ce que les politiques, puisqu'on est encore dans des états de droit, où il y a des parlements, etc., dans des démocraties, est-ce que les démocraties pourront encore quelque chose contre ce phénomène, ou est-ce qu'elles sont appelées à disparaître selon leur forme actuelle? Ça, c'est une question assez anthropologique. Mais je pense qu'il y a un mouvement à l'œuvre. Et je suis assez pessimiste quant aux possibilités. Disons que pour que la politique soit apte à mettre des limites, il faudrait une révolution dans notre manière de nous penser en société. Parce qu'au fond, quand on essaye de mettre des limites, et on le voit dans la discussion qu'on est là, on est vite emprunté, parce qu'on ne sait pas dans quel domaine chercher. Et pourquoi est-ce qu'on ne sait pas dans quel domaine chercher? C'est parce qu'on cherche à modifier les choses sans modifier le cadre général. Et c'est ce cadre général qui entre guillemets, qui pose problème. Alors là, pour le dire en termes anthropologiques, je pense qu'on est dans la représentation de l'humain qui est propre à notre société, c'est ce qu'on appelle homo economicus en anthropologie. Hein. C'est cette idée qu'il est naturel pour l'humain d'abord que d'accumuler du capital et que d'être un être rationnel. Et c'est à partir de cette définition-là que se déploie tout notre système économique et tout notre système politique. Donc, tant qu'on n'arrive pas à sortir de ce cadre-là, on peut faire tous les aménagements qu'on veut dans notre politique. On restera convaincu que l'accumulation du capital, c'est bien. Et d'ailleurs, passer de l'homo economicus à autre chose, quoi. En fait, il faudrait changer ce logiciel-là. Ouais, exactement. Ce serait quoi, l'homo philosophicus, l'homo empathicus je sais pas. Il faudrait que ce soit l'homme social, l'homme social. Réhabiliter le lien social. Daniela Cercui, oui, c'est passionnant. Bon, tiens, on a un ou deux sujets qui nous ramènent au monde numérique et puis aussi à l'ubérisation du monde. Les chauffeurs d'Uber, Sandra Zimmerli, devraient-ils bénéficier de prestations sociales? Question soulevée par le Tagesanzeiger. Le chauffeur a-t-il bien conduit? Était-il aimable? Son véhicule était-il propre? Alors ces questions-là, les utilisateurs d'Uber les connaissent. Ils ont 5 étoiles à disposition pour évaluer celui qui les a conduits à destination. Par contre, sur la politique interne d'Uber, ses conditions de travail, ce ne sont pas des étoiles qui décident, note le Tagesanzeiger, mais bien des juristes, des tribunaux. La question centrale étant, les chauffeurs d'Uber sont-ils des indépendants ou des salariés? Alors, selon une étude récente de l'Université de Lausanne, commandée par la société elle-même, mais promis jurée indépendante, ce sont bien des indépendants, mais pas de quoi convaincre Unia ou encore la Suva. C'est aussi une révolution cybernétique, au fond, une petite application qui met les gens en lien entre eux. Bon, est-ce que la société qui a développé cette application, Uber, est responsable ou pas? Est-ce que ce sont des travailleurs indépendants ou pas? Qu'est-ce que vous en dites, Daniela Cercui? J'en dis que la solution qui va probablement être apportée, c'est de les remplacer par des robots ou des voitures autonomes. Des voitures autonomes, parce que typiquement, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre une situation d'entre-deux. On n'a pas encore des voitures assez élaborées pour être complètement lancées sur le marché partout et éliminer complètement les chauffeurs. Les voitures le sont, mais les lois ne le sont pas encore. Il y a quelque chose qui fait qu'en tout cas, on ne peut pas aller au magasin actuellement s'acheter sa voiture intelligente et autonome. Par contre, on voit bien, et on parle d'ubérisation dans toute une série de domaines, c'est plus seulement les voitures. On voit qu'il y a un mouvement qui est à l'œuvre. Et là aussi, le mouvement, c'est quoi ? C'est éliminer les humains. Je veux dire, avec Uber, on élimine toute une série d'intermédiaires qui sont des intermédiaires humains. Donc finalement, on va éliminer aussi le bout de la chaîne, on va éliminer le chauffeur. Donc, qui développera l'algorithme plus tard? Ce sont des robots qui feront eux-mêmes leurs propres algorithmes? Pour le moment, c'est des ingénieurs, mais effectivement, on ne peut pas exclure, à l'heure des machines autonomes qui s'auto-réparent, on ne peut pas exclure du tout que les chauffeurs robotiques se reproduisent eux-mêmes. Bon, mais alors pour l'instant, indépendant ou pas, le chauffeur d'Uber, juste sur cette question très pratique aujourd'hui, parce qu'il en va de leur statut, de leur salaire, de leur protection. D'un point de vue légal, apparemment, il a été décidé que c'est des indépendants. Maintenant, la manière dont on entend
Alors c'est vraiment très extérieur ce que je dis là, parce que je ne sais pas très concrètement comment ça marche, mais j'ai plutôt l'impression que c'est des salariés mal lotis, tel que je l'entends. Nouvelle précarisation, nouvelle victoire du capital sur l'homme, disait l'autre, à propos de ça. Berne démarre une offensive pour la formation digitale. Est-ce que c'est suffisant pour être armé sur le marché du travail de demain? On y revient. Question soulevée par la NZZ, Sandra. Johan Schneiderman veut investir 200 millions dans cette formation en 2019 et 2020. Une bonne partie du montant devrait aller à la recherche et l'innovation dans les hautes écoles. Quelques 25 nouvelles chaires devraient voir le jour à l'EPFL et l'EPFZ dans les domaines de l'informatique. Alors certes, dans pratiquement tous les métiers, il faut aujourd'hui des connaissances digitales, mais cela ne suffit pas pour être armé à l'évolution du monde du travail, être créatif pour trouver des solutions aux problèmes, de même que l'intelligence sociale seront de plus en plus importants parce que pour le reste, eh bien voilà, encore une fois, les robots seront efficaces. On est au cœur du sujet, réaction Daniela Tcherkoui. C'est bien de mettre de l'argent dans la formation digitale. Certains disent qu'il faut même enseigner le codage aux plus jeunes enfants. Est-ce qu'il faut faire ça? C'est jamais qu'une étape de plus dans la digitalisation du monde. Et moi, ce que je trouve amusant dans cette... amusant n'est peut-être pas le terme, mais interpellant, je dirais, c'est que si on regarde ce qui s'est passé aux États-Unis et ce qui s'est passé en Europe, on constate que dans les années 1990, aux États-Unis, il y avait un peu ces discours-là d'engouement. Il fallait prendre le train de l'informatisation en marche. À l'époque, c'était quand on parlait les Américains parlaient des autoroutes de l'information. Oui. À ce moment-là, il y avait... Début du net, oui. Voilà, il y avait ce grand engouement. Puis après, dans les années 2000, c'est au niveau de l'Europe qu'on commençait à fleurir des rapports politiques qui faisaient 500-600 pages sur le e-citoyen européen, avec affiché l'idée qu'il fallait absolument que tous les citoyens européens soient non seulement connectés, mais formés à toutes ces choses-là. Avec l'économie qui est de nouveau pas loin, parce que l'idée, c'était qu'un e-citoyen connecté et compétent en termes numériques allait donner une Europe plus économiquement plus riche. Et donc, maintenant, je trouve amusant de voir que maintenant, c'est exactement le fruit de ce discours-là qu'on retrouve dans cette initiative. C'est un peu marxisant comme discours, je dis ça avec le sourire, mais non, c'est... Lequel mon discours, oui, vous voulez dire? Je veux dire, c'est toujours l'économie qui est derrière, au fond. Non, parce que là, je reviens à ce que je disais tout à l'heure par rapport à Homo economicus, quand je disais cette certitude que l'humain est naturellement un être qui doit capitaliser, c'est quelque chose de transversal entre la droite et la gauche. Je veux dire, si vous êtes de gauche, vous n'êtes juste pas d'accord sur comment le capital est réparti. Et au fond, Marx n'était pas forcément... de gauche, enfin il y a les marxiens et les marxistes, mais on n'a plus le temps, il est 59. Merci beaucoup Daniela Tcherkoui. Passionnante question et questionnement et piste aussi de réflexion, professeur à l'université de Lausanne et anthropologue avant tout, on l'a compris. Merci. Bonne journée.